Mesdames, Messieurs, on vous titre en fonction, chers et chers collègues, Mesdames, Messieurs. C'est un très grand plaisir de vous accueillir ce soir, ici dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, mais aussi derrière vos écrans, pour la leçon inaugurale de M. François-Marie Bréron, qui a été élu sur la chaire annuelle d'avenir commun durable. Cette chaire a été créée dans le cadre de l'initiative du même nom, lancée en 2021 par les professeurs du Collège de France. Et je voudrais surtout mentionner mes collègues Jean-Marie Tarascon et Marc Fontcave, qui ont été à l'origine de cette initiative. Consacrée aux enjeux de la transition environnementale et énergétique, cette chaire accueille chaque année des experts internationaux pour mettre en lumière l'actualité de la recherche dans ce domaine. Elle bénéficie du soutien de la Fondation du Collège de France et de ses grands mécènes, la Fondation Covea et Total Energy, et je salue la présence des représentants de ces mécènes. Le réchauffement climatique est un des enjeux majeurs pour notre planète depuis des décennies. Il est, entre autres, dû à une conception philosophique ou idéologique selon laquelle la nature nous livre des ressources infinies qu'on peut facilement exploiter. Et cette idée est aussi liée à une certaine lecture ou interprétation du premier chapitre de la Bible, selon lequel le premier couple humain reçoit l'ordre divin de se soumettre à la nature. On a lu cet ordre comme une initiative à négliger la nature et ses besoins, puisque la seule fonction aurait été de servir aux humains. Mais la cause principale du réchauffement climatique, observée depuis au moins 50 ans, est l'augmentation de la concentration du CO2 atmosphérique qui vient perturber le cycle naturel du carbone. Aujourd'hui, de ce fait, les échanges de carbone entre les grands réservoirs que sont l'atmosphère, les sols et la végétation, ainsi que l'océan, conduisent à un flux net vers les océans et la végétation limitant ainsi la part dans l'atmosphère. Jusqu'à maintenant, la nature nous aide à limiter l'augmentation du CO2 atmosphérique et donc aussi contrôler un tout petit peu le changement climatique. Mais pour combien de temps? On observe déjà dans le monde une augmentation de la fréquence des grands incendies qui injectent des quantités significatives de CO2 dans l'atmosphère. De même, le changement climatique conduit en France et ailleurs à un certain dépérissement des forêts, réduisant ainsi l'absorption du carbone par les écosystèmes sur notre territoire. On peut donc craindre que le changement climatique implique à terme une source additionnelle de carbone dans l'atmosphère et donc une accélération encore de ce réchauffement. Pour mesurer ce danger et trouver des solutions possibles, il est important d'observer certaines composantes du cycle du carbone, et cela par exemple par satellite. En particulier, on peut mesurer la distribution de la végétation, son évolution et les anomalies en lien avec les perturbations climatiques. Et un des grands spécialistes de ces questions est François-Marie Bréon, nouveau titulaire de la chaire annuelle ACD, que je voudrais vous présenter brièvement. François-Marie Bréon est ancien élève de l'École normale supérieure. Il a soutenu une thèse en 1989 à l'université Pierre et Marie Curie sur l'utilisation des observations spatiales pour mesurer les profils de température et d'humidité dans l'atmosphère, visant à améliorer les prévisions météorologiques. Après des séjours postdoctoraux aux États-Unis et au Japon notamment, il a été embauché au CEA, où il a conduit sa carrière dans ce qui deviendra le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. François-Marie Bréon est notamment spécialiste de l'utilisation des observations spatiales pour comprendre les processus climatiques et suivre leur évolution. Il a ainsi participé au développement d'instruments spatiaux pour mesurer la composition de l'atmosphère et caractériser l'état des surfaces terrestres et océaniques. Ces mesures lui ont permis, par exemple, de montrer l'impact des aérosols sur la réflectivité des nuages. Les travaux de François-Marie Bréon sur le bilan radiatif de la Terre et les forçages anthropiques l'ont conduit à être sélectionné d'ailleurs pour contribuer à la rédaction du 5e rapport du GIEC. En plus de ces articles scientifiques, je pense que ça augmente constamment, à l'époque c'était 170, peut-être autre un peu plus, il est également l'auteur de 2 livres destinés au grand public,
l'Atlas du climat, paru en 2015 avec Gilles Lenot, et Réchauffement climatique en 2020, dans lequel il souligne l'importance des citoyens que nous sommes toutes et tous pour gagner la bataille du climat. Il ne cache pas non plus que vouloir atténuer le réchauffement climatique impose des choix drastiques, coûteux et aussi impopulaires. Ça ne plaît pas toujours aux politiciens. Comme vous le voyez, François-Marie Bréon est aussi impliqué dans la vulgarisation scientifique et la lutte contre les pseudosciences. C'est dans ce cadre qu'il a été président et maintenant porte-parole de l'Association française pour l'information scientifique. Le cours qu'il va nous donner cette année est intitulé « Changement climatique, comment sait-on ce qu'on sait ?» Dans ce cours, François-Marie Bréon proposera de revenir sur quelques thèmes en lien direct avec le climat pour décrire les mesures et interprétations qui sont utilisées par la communauté scientifique et en déduire le message délivré au public. L'objectif de ce cours sera aussi de discuter de ce qui relève du consensus scientifique et le sujet sur lequel il y a encore des incertitudes. Les cours seront complétés, comme d'habitude, par des séminaires qui permettront d'approfondir certains de ces thèmes abordés. Cher François-Marie Bréon, je suis sûr que ce cours rencontrera un très grand intérêt et je vous cède maintenant la parole pour votre leçon inaugurale. Bienvenue chez nous. Monsieur l'administrateur, mesdames et messieurs les professeurs, chers collègues, chères familles, et en particulier Chantal, ma mère, qui a fait toute sa carrière professionnelle au Collège de France, chers amis, mesdames et messieurs, je suis très honoré d'occuper cette année la chaire mise en place dans le cadre de l'initiative Avenir commun durable, lancée en 2021 par des professeurs du Collège de France. Je remercie l'ensemble des professeurs qui ont bien voulu m'accorder leur confiance pour occuper cette chaire et dispenser un enseignement dans ce cadre prestigieux. La chaire Avenir commun durable est consacrée aux enjeux de la transition écologique et énergétique. En invitant un climatologue, je comprends que les professeurs ont souhaité revenir à l'origine. Que sait-on vraiment du climat et du changement climatique? Que sait-on, mais aussi et surtout, que ne sait-on pas? Vous savez peut-être que, en plus de mon travail de recherche, j'ai consacré une part significative de mon temps disponible pour faire de la vulgarisation, aller parler aux citoyens, aux journalistes, aux décideurs du changement climatique en cours. Et j'ai souvent été frappé par les fausses certitudes de mes interlocuteurs sur notre compréhension du climat. Ainsi, nombreux pensent qu'on attribue une responsabilité du changement climatique au seul CO2 sur la base d'une coïncidence temporelle entre accroissement de la concentration atmosphérique de ce gaz et le réchauffement observé. D'autres, parfois les mêmes, affirment que les modèles de climat sont simplement calés sur les observations du passé et ne peuvent donc pas permettre d'anticiper le futur de manière fiable en raison du bien connu caractère chaotique de la circulation atmosphérique. La compréhension physique des processus n'aurait donc pas de place dans les projections climatiques, projections qui sont suffisamment alarmistes pour conduire à la mise en place de mesures visant à limiter notre utilisation des combustibles fossiles, malgré les immenses bénéfices qu'elles ont apportés à l'humanité. Cette incompréhension peut être le moteur du déni ou du rejet des mesures qui doivent être mises en place pour tenter de limiter le réchauffement climatique. C'est pourquoi, dans le cadre de cette conférence inaugurale et des 8 cours qui suivront, je vais m'attacher à expliquer, sur la thématique du climat, comment sait-on ce que l'on sait? Quelles sont les observations? Quels sont les processus physiques? Quelles sont les méthodes d'évaluation qui permettent d'arriver au grand message porté par la communauté des climatologues, essentiellement à travers les rapports du GIEC? Avant de commencer, je dois confesser le syndrome de l'imposteur. De nombreux collègues pourraient être au pupitre à ma place ici ce soir. Je ne suis que le relais du travail d'une communauté dans laquelle j'ai apporté une petite part. Ma contribution personnelle n'est pas exceptionnelle et je suis donc ici qu'en qualité de porte-parole d'une communauté. J'ai proposé cette conférence inaugurale et 8 cours sur différents thèmes en lien direct avec le climat et le changement climatique. La conférence de ce soir porte sur le cycle du carbone. Le carbone, via la molécule CO2, le dioxyde de carbone, est à l'origine du changement climatique en cours, mais vous allez voir qu'il est aussi impliqué dans divers processus qui vont accentuer ou au contraire atténuer la perturbation initiale. Le carbone, c'est d'abord un atome, un élément chimique. Il possède 6 protons
et dans sa forme la plus commune, 6 neutrons. Le terme carbone vient du latin carbo, qui dénommait aussi bien le charbon géologique que le charbon de bois. Dans l'univers, c'est un élément particulièrement abondant. En préparant cette conférence, j'ai appris que c'est dans l'univers le 4e élément le plus abondant après l'hydrogène, l'hélium et l'oxygène. Mais dans la croûte terrestre, ce n'est que le 15e, et il représente 1/4 de pour 1000 de la matière. En revanche, dans le corps humain, c'est le second élément le plus abondant en masse. Le premier, c'est l'oxygène qui entre dans la composition de l'eau, qui, comme chacun sait, est très majoritaire dans notre corps. Le carbone prend des formes très variées. C'est bien sûr le composant principal du graphite et du charbon, mais c'est aussi le composant principal des diamants. En 1772, le chimiste français Antoine Lavoisier a démontré que les diamants et le charbon avaient une composition chimique similaire en brûlant des échantillons et en analysant les produits de combustion qui ne contenaient pas d'eau, mais étaient composés de la même masse de gaz carbonique. Un peu plus tard, en 1786, Claude-Louis Berthollet et Gaspard Monge feront une expérience similaire avec le graphite, démontrant là encore la présence principale du carbone. En 1789, Antoine Lavoisier a listé le carbone comme un des éléments constitutifs de la matière. Pendant longtemps, on pensait que le graphite, le charbon et le diamant étaient les seuls corps simples formés de carbone. Depuis, le développement de la chimie et de la physique ont permis de création de nouvelles molécules composées uniquement de carbone, à savoir les fullerènes en 1985 ou le graphène en 2004. Mais bon, pour moi, climatologue, le carbone, c'est surtout un élément qui intervient dans un grand nombre de processus qui modulent le climat de la Terre. C'est aussi bien sûr un des éléments majeurs de la vie sur Terre, comme indiqué par la composition chimique du corps humain à laquelle je faisais référence il y a quelques secondes. Vous avez tous entendu parler du dioxyde de carbone, et vous savez probablement que c'est le principal agent du changement climatique en cours. Le rôle de ce dioxyde de carbone sur le climat est connu dès le XIXe siècle. En effet, en 1861, un physicien irlandais, John Tyndall, a montré que ce gaz, de même que la vapeur d'eau, ont la propriété d'absorber le rayonnement infrarouge, ce qui est à la base du processus de l'effet de serre. À l'époque, la communauté scientifique découvrait l'existence des périodes glaciaires dans le passé de la Terre, et John Tyndall a évoqué l'hypothèse que la variation de la composition atmosphérique était la cause de ces variations climatiques. Quelques années plus tôt, une physicienne américaine, Eunice Foote, avait déjà émis l'hypothèse que le CO2 avait une influence importante sur le climat. Certains affirment que c'est la première à avoir mis en évidence le rôle du CO2 sur l'effet de serre, et même que John Tyndall aurait pu s'inspirer de ses travaux. Je suis en désaccord avec cette interprétation, néanmoins, et je reviendrai sur cette histoire dans mon cours du 28 novembre. Ce qui est certain, c'est que les travaux de Eunice Foote ont été oubliés pendant plus d'un siècle, peut-être parce que les femmes n'étaient pas censées faire de la science à l'époque. Ce qui est sûr, dans le dernier rapport du GIEC, l'invisibilisation des résultats d'Eunice Foote est corrigée. Le dioxyde de carbone est donc un gaz à effet de serre. La propriété qui conduit à ce qualificatif est sa capacité à absorber le rayonnement infrarouge qui est émis par la surface de la Terre et par l'atmosphère. Dans l'atmosphère terrestre, c'est la vapeur d'eau qui domine l'absorption du rayonnement infrarouge. On dit donc que c'est le premier gaz à effet de serre. Mais la présence de dioxyde de carbone est nécessaire à maintenir cette contribution de la vapeur d'eau. En effet, même si la contribution de la vapeur d'eau est dominante, sans le CO2, l'effet de serre serait réduit, la température serait alors plus faible, ce qui conduirait à moins de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et donc une température encore plus faible. J'y reviendrai dans mon prochain cours. Alors maintenant, on va donc parler du cycle du carbone. Pour moi, le cycle, c'est les échanges de carbone entre les trois grands réservoirs que sont l'atmosphère, les océans, les sols et la végétation. Pour avoir un cycle, il vous faut un moteur. Et un des moteurs du cycle du carbone sur Terre, c'est le processus de photosynthèse. Dans le processus de photosynthèse, la chlorophylle va utiliser l'énergie solaire disponible, va absorber le dioxyde de carbone qui est dans l'atmosphère, ainsi que de l'eau, pour former de la matière, ici sous forme de glucose, et libérer, en ce faisant, de l'oxygène dans l'atmosphère. On a donc, à ce moment-là, un flux net de carbone depuis l'atmosphère vers le sol et la végétation. Mais la végétation, c'est un être vivant, et donc un être vivant qui respire. Et donc, quand la végétation respire, elle va émettre du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. D'ailleurs, si on regarde la variabilité temporelle, le cycle temporel du dioxyde de carbone dans l'atmosphère,
on voit que cette concentration a tendance à diminuer au printemps et en été, et au contraire augmenter à l'automne et au printemps. Pourquoi cela? C'est parce que le processus de photosynthèse domine pendant le printemps et l'été, et au contraire est inférieur à la respiration pendant l'hiver. Mais donc, en tout cas, il y a aussi un flux de carbone qui va de la sol et végétation, et dans le cycle du carbone naturel, ces deux flux sont à peu près équilibrés. Sur les océans, on a quelque chose qui est un peu différent. Vous savez probablement que l'eau est capable d'absorber, de dissoudre du dioxyde de carbone. C'est d'ailleurs ce dioxyde de carbone que vous avez dans le champagne, dans la bière ou dans le Coca-Cola, en fonction de vos préférences personnelles. Cette capacité de l'eau à dissoudre du dioxyde de carbone dépend de sa température, et c'est pour ça que sur Terre, on observe que, très grossièrement, les eaux chaudes, c'est ce qui est montré ici, ont tendance à émettre du dioxyde de carbone, alors que les eaux froides sont plutôt des puits de carbone. Mais donc là aussi, dans les océans, entre les océans et l'atmosphère, on a des échanges très importants, j'y reviendrai, mais qui sont dans les deux sens. Pour compléter, il faut savoir que dans les océans, on a, le dioxyde de carbone se trouve sous différentes formes chimiques avec un équilibre qui dépend de son acidité. Et puis d'autre part, dans les océans, il y a aussi le même processus de photosynthèse qu'on observe sur Terre. Maintenant, pour compléter, il faut prendre en compte le fait qu'une partie de la matière végétale se retrouve dans les fleuves et est transportée en direction des océans. Il faut prendre en compte qu'une partie du carbone organique qu'on trouve dans les océans va sédimenter et donc va être déposée au fond des océans et donc se retrouver dans les sédiments. Et puis, on peut aussi prendre en compte le fait que les volcans émettent en permanence une certaine quantité de dioxyde de carbone. Alors maintenant, on va essayer de donner quelques ordres de grandeur. Là, je vous ai donné les grands concepts. Maintenant, on va essayer de donner des chiffres. D'abord, on s'intéresse aux stocks. Quels sont les stocks de carbone dans ces différents réservoirs? Donc les stocks, ici, les unités, ce sont des gigatonnes. Une gigatonne, c'est 1 milliard de tonnes. Et donc, en gros, c'est l'équivalent de la masse d'1 kilomètre cube d'eau. Donc une masse assez considérable. Dans l'atmosphère, on trouve, alors vous savez tous que c'est en augmentation, mais le carbone dans l'atmosphère, l'ordre de grandeur, c'est 850 gigatonnes. Dans la végétation, le carbone se trouve dans les différentes formes. On estime que le carbone dans la végétation, c'est à peu près 450 gigatonnes. Le carbone qui est contenu dans les sols, c'est 1700 gigatonnes. Et le carbone qui est contenu dans le sol gelé, le pergéisol, qu'on trouve en particulier dans les hautes latitudes de l'hémisphère nord, l'ordre de grandeur, c'est 1200 gigatonnes. Dans les océans, vous voyez qu'il y a un peu trois compartiments. L'océan de surface, qui est en échange permanent avec l'atmosphère, contient à peu près 900 gigatonnes de carbone, mais par contre, les océans profonds sont un réservoir beaucoup plus important, de l'ordre de 37 000 gigatonnes de carbone, et vous voyez encore les sédiments 1750. Alors maintenant, on s'intéresse aux flux. Les flux, c'est-à-dire les échanges de carbone, qui ici vont être donnés en gigatonnes de carbone par an. Vous voyez que les échanges entre la végétation, enfin végétation et sol, et l'atmosphère, l'ordre de grandeur qui est estimé, c'est 110 gigatonnes. Donc vous voyez que c'est inférieur au contenu total dans l'atmosphère, mais vous voyez qu'en quelques années, le carbone qui est dans l'atmosphère va pouvoir se retrouver dans la végétation. De même, dans la végétation et les sols. De même, dans les océans, on a des flux de la même manière qui sont équilibrés, mais qui échangent, qui pareil, vont conduire à mélanger l'océan de surface et puis l'atmosphère. Le flux net dont je parlais tout à l'heure, qui va de la végétation des sols vers les océans, c'est beaucoup plus petit, c'est moins de 1 gigatonne. La partie qui est déposée au fond des océans, l'ordre de grandeur, c'est 2/10 de gigatonne. Et pareil, ce qui est émis par les volcans, l'ordre de grandeur, c'est 1/10 de gigatonne. Donc vous ne voyez pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Donc ça, on a là le cycle du carbone naturel. Maintenant, l'humain est venu perturber ce cycle du carbone, essentiellement en allant injecter chaque année plusieurs milliards de tonnes de carbone. C'est ce qui est montré sur cette figure, vous voyez, entre 1880, la fin du 19e siècle, et puis presque aujourd'hui. Vous voyez que les émissions de carbone vers l'atmosphère ont été en croissance presque continue. Aujourd'hui, les émissions sont dans l'ordre de 11 gigatonnes de carbone par an. Vous voyez que ces émissions, c'est principalement dû au charbon.
au pétrole, au gaz, et puis avec aussi une contribution qui était dominante au début du XXe siècle, mais qui aujourd'hui est plutôt de l'ordre de 10% du total, qui correspond au changement d'utilisation des terres. Qu'est-ce que c'est que ce changement d'utilisation des terres? La population est en croissance, on a besoin de place pour faire de l'agriculture, et quand on a besoin de place, eh ben, on va raser des forêts, on va brûler des forêts et mettre des champs à la place. Et donc, ce faisant, ça injecte du carbone dans l'atmosphère. Vous voyez que aussi sur la figure qui est à droite, ça montre diverses estimations en fait, de cette contribution changement d'utilisation des terres. Et vous voyez que quand même, il y a pas une divergence, mais quand même une incertitude significative sur cette contribution, avec, on peut y avoir jusqu'à un facteur 2 de différence entre ces différentes estimations. Alors maintenant, si on regarde un petit peu quel est l'impact de cette perturbation sur les flux entre les différents réservoirs, vous voyez que donc les émissions humaines, alors ça c'est une moyenne sur une dizaine d'années, les émissions dues aux combustibles fossiles, l'ordre de grandeur 9,6 gigatonnes par an, ce qui est dû à la déforestation 1,3 gigatonnes par an. Et on retrouve dans l'atmosphère une croissance de la concentration de dioxyde de carbone qui est mesurée sur une centaine de stations dans le monde, j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc c'est très facile d'en déduire quelle est l'augmentation du stock de carbone dans l'atmosphère. Et cette augmentation de stock, toujours sur cette période d'une dizaine d'années, elle est de un peu plus de 5 gigatonnes. Alors, donc, du coup, on se dit, puisqu'on ne retrouve pas l'ensemble du carbone dans l'atmosphère, c'est qu'il y a nécessairement un flux qui part soit vers les océans, soit vers la végétation. On peut se poser la question. Et en fait, la modélisation qu'on fait, aussi bien de la dynamique de l'océan, des échanges entre l'océan et l'atmosphère, et puis que de la dynamique de sa végétation, ça nous conduit à une répartition qui est de cet ordre de grandeur, comme c'est montré ici, 2,8 gigatonnes de carbone d'un côté et 3,4 de l'autre. Alors si vous faites une petite somme, certains d'entre vous auront peut-être réussi à faire les sommes, je vous aide. On a 10,9 d'un côté et puis on a 11,4 de l'autre. Donc manifestement, il y a un problème. Et donc effectivement, on a un problème. On a 0,5 gigatonnes. Manifestement, nos estimations des flux en direction de l'océan, avec ces différents modèles, il y a une petite incertitude, même si les ordres de grandeur sont bons. Alors ça, je vous ai dit, c'était jusqu'à présent, là, c'était des valeurs en moyenne sur une dizaine d'années. Maintenant, on peut aussi regarder ça année par année. Et donc, c'est ça qui est montré ici. Donc, vous voyez toujours depuis 1860 jusqu'à 2022, sachant que les années récentes sont plus précises que ce qu'on avait au début du siècle. Donc, sur la partie haute de la figure, on a les émissions, aussi bien les émissions fossiles que le changement d'occupation des sols. Et puis, sur la partie basse, on a une estimation de où part ce carbone. Une partie va vers les océans, une partie va vers la végétation, et le reste qui part dans l'atmosphère. Donc ce qui part dans l'atmosphère, on peut le mesurer directement. Ce qui part vers l'océan et la Terre, c'est vrai qu'on a des mesures, mais c'est aussi beaucoup basé sur de la modélisation pour estimer ces valeurs, en particulier les valeurs interannuelles. Alors, ce que vous voyez, c'est que donc la figure que je viens de montrer, c'est le taux d'accroissement annuel du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Vous voyez que ce taux d'accroissement, donc année après année, vous voyez qu'il y a une très forte variabilité interannuelle. Il y a des années où l'accroissement de la concentration de dioxyde de carbone n'est que de 0,5 ppm. ppm, c'est les parties par million. Bon, il n'y a pas besoin de connaître, mais bon, parfois c'est 0,5, et puis ça peut monter jusqu'à plus de 3. C'est ce qui a été observé l'année dernière. Donc, une très grande variabilité de ce croissant. A priori, notre compréhension actuelle, c'est que les flux vers l'océan sont assez peu variables d'une année sur l'autre. Il y a une croissance, comme vous pouvez le voir sur la figure, mais par contre, les variations interannuelles sont faibles. Par contre, ce qui part vers la végétation, elle, est très variable d'une année sur l'autre. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant aussi sur cette figure, qui justement va montrer qu'on ne comprend pas tout sur le climat, loin de là, c'est que normalement, il devrait y avoir une symétrie entre la partie haute de la figure et puis la partie basse. Bon, d'une part, vous voyez que la partie basse est beaucoup plus chalutée que la partie haute, ce qui montre bien qu'on n'est pas encore très bon pour estimer la variabilité interannuelle de ces flux. Mais surtout,
vous voyez qu'il y a toute une période là où il y a vraiment une dissymétrie entre la partie haute et la partie basse. En fait, cette zone-là, dans les années 40-50, c'était une période où, d'après les enregistrements dans les carottes de glace, eh ben, la croissance du dioxyde de carbone dans l'atmosphère a été assez faible. Et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi, parce que les émissions étaient déjà significatives à l'époque, il y avait de la déforestation assez importante, et puis nos estimations de ce qui partait vers les océans et les terres nous disent que ce n'était pas si élevé que ça. Donc il y a vraiment, c'est une zone ici où il y a un désaccord entre la modélisation et les puits et les observations, et donc c'est l'objet de travaux de recherche. J'essaie de montrer la même chose d'une autre manière. Là, vous avez donc sur les années un peu plus récentes, depuis typiquement la fin des années 80 ici jusqu'à 2020, vous avez d'une part les émissions humaines qui sont en croissance quasi continue avec une petite, juste l'année 2020 qui c'est un peu diminué. Et puis là, on regarde simplement la répartition entre ce qui va dans les puits, océans et terres qui sont mis ensemble, et puis ce qui reste dans l'atmosphère ici. Et donc vous voyez donc cette variabilité dont j'ai déjà parlé. Pardon, j'ai oublié de dire qu'en fond d'écran, en fond d'image, ce que vous avez, c'est l'indice El Niño, pour savoir si on est plutôt pendant une période El Niño, ou plutôt pendant une période La Niña, ou plutôt une période qui était neutre. Et donc ce qu'on observe, en fait, c'est que pendant les périodes de fort El Niño, eh ben, vous avez la partie qui est donc le flux qui part dans les puits est assez faible, et par conséquent, il y a une grosse partie qui reste dans l'atmosphère. Ce n'est pas le seul driver, mais on voit bien que manifestement, cette variabilité interannulaire des puits est en partie pilotée par El Niño. C'est assez normal, en fait. On s'attend bien à ce que donc, El Niño entraîne des grosses perturbations climatiques qui ont un impact aussi sur la végétation, et donc qui va changer la capacité de la végétation à absorber le carbone. Par contre, si on regarde un petit peu sur cette figure, le puits, si je fais le rapport du puits qui va vers l'océan, du puits estimé dans l'océan, divisé par les émissions anthropiques, sur une période qui va de 1960 à 2020, donc sur cette période, les émissions humaines ont plus que doublé, eh ben, vous voyez que ce rapport, il est resté pratiquement constant. Donc du coup, le puits vers l'océan, il a augmenté à peu près au même rythme que les émissions anthropiques. Alors maintenant, 2023, pour finir sur ces observations, en 2023, eh bien, vous voyez que le taux de croissance dans l'atmosphère a été record. On a atteint pratiquement 3,5 ppm par an. Donc, cette concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui est, je rappelle, le moteur du changement climatique, a fortement augmenté, beaucoup plus rapidement que toutes les années précédentes. Alors, bien évidemment, il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites pour essayer quelles étaient les causes de cette hausse rapide. Alors, d'une part, 2023 était une année El Niño, donc finalement, ce n'est pas très surprenant qu'on ait cette hausse rapide. C'est lié en particulier à une perte de carbone en Amazonie, c'est quelque chose qu'on retrouve pratiquement à chaque fois qu'il y a un événement El Niño. L'Amazonie devient une source de carbone. D'autre part, en 2023, il y a eu des incendies au Canada extrêmement importantes. Vous voyez les surfaces brûlées au Canada sont marquées en rouge. Et donc 2023, on a très largement battu les records de surfaces brûlées dans cette région, avec dans les autres régions du monde aussi des valeurs importantes, mais sans cette hausse vertigineuse. Et puis d'autre part, il y a une tendance de long terme qui semble indiquer que le puits de carbone, général de l'ensemble de la végétation a tendanciellement à se réduire du fait des températures élevées qui sont peu favorables aux puits. Alors maintenant, je vais essayer de vous parler de comment le cycle du carbone va réagir sur le climat. Et pour cela, j'ai besoin de faire une petite introduction sur ce qu'est une rétroaction. Qu'est-ce que c'est qu'une rétroaction? C'est un processus dans lequel qui va soit renforcer, soit atténuer une perturbation initiale. Si vous mettrez votre micro devant un haut-parleur, eh bien, vous allez avoir une rétroaction et donc un bruit initial va être très fortement augmenté. Alors, donc, du coup, quand on parle du climat, en fait, on va s'intéresser à
quelle va être la variation de température qu'on va obtenir avec une cause qui est généralement un forçage radiatif, typiquement l'augmentation de l'effet de serre due à l'augmentation aux émissions humaines de dioxyde de carbone. Et en fait, cette augmentation des températures, elle va être liée à la sensibilité du climat à ces perturbations climatiques. Et donc, à la fin, on va avoir ΔT égale S delta F. Alors maintenant, vous imaginez que si le climat a changé, il y a des choses, si la température a augmenté, il y a plein de choses qui vont changer. En particulier, pour illustrer en fait, mon propos, je vais vous parler de la neige au sol. Vous imaginez bien que dans un climat plus chaud, il va y avoir une fonte de la neige, il va y avoir une fonte de la banquise, une limitation de la banquise dans l'hémisphère nord. Or, cette banquise a tendance, cette neige et cette banquise, réfléchissent les rayons du Soleil vers l'espace, et donc c'est autant d'énergie qui n'est pas disponible pour réchauffer la Terre. Maintenant, si du fait de l'augmentation des températures, vous avez moins de neige, moins de banquise, il va y avoir plus d'absorption du rayonnement solaire sur la Terre, et donc un réchauffement supplémentaire. Et donc c'est bien ça qu'on va appeler la rétroaction. Donc cette rétroaction que je vous ai illustrée par le cas de la neige, elle va conduire finalement à une nouvelle perturbation radiative. Le fait qu'avec l'exemple que je donnais, il va y avoir plus de rayonnement solaire qui va être absorbé. Et donc là, finalement, là aussi, on simplifie les choses. On va dire que cette nouvelle perturbation radiative, elle est proportionnelle à l'augmentation de température avec un certain facteur de proportionnalité R qui, attention, peut être aussi bien positif que négatif. Et donc si, vous voyez bien que je simplifie énormément le climat, mais avec ce modèle très très simple, la température qu'on va avoir finalement à l'équilibre va dépendre non seulement de la sensibilité climatique, mais aussi de ce facteur R, et en particulier du facteur RS. Et on ne veut surtout pas que ce facteur RS devienne proche de 1, sans quoi on va partir vers un emballement du changement climatique. Heureusement, ça risque pas, il n'est pas prévu que ça arrive. Mais donc j'insiste sur le fait que la rétroaction peut être positive et négative, elle va amplifier ou limiter au contraire l'effet initial. Donc l'exemple, rétroaction climat-neige, je vous l'ai je l'ai vaguement expliqué. La vapeur d'eau est aussi un grand facteur de rétroaction du climat, et puis les nuages aussi sont tout ça, chose que je vais expliquer, que je vais essayer de discuter dans mes prochains cours. Alors maintenant, voilà, donc maintenant que je vous ai expliqué, et j'espère que vous avez compris qu'est-ce que c'est qu'une rétroaction, on va regarder justement l'ampleur des rétroactions climat-carbone et comment elles sont exposées dans le dernier rapport du GIEC. Alors justement, ça c'est une figure qui est extraite du dernier rapport du GIEC, et ça permet aussi d'illustrer un petit peu comment fonctionne le rapport du GIEC. Parce que chacun des points ici, en fait, c'est le résultat d'une étude qui a été publiée. Et donc le GIEC est allé collecter l'ensemble des études, l'ensemble des travaux, et puis il essaye d'en déduire finalement une meilleure estimation possible, et puis il donne aussi une barre d'incertitude. Lorsqu'il y a une très grande dispersion des études, des résultats des études, il va dire, ça c'est vraiment très, très incertain. Alors regardons un petit peu dans cette figure, qu'est-ce qu'on regarde ici? Donc on regarde d'abord la rétroaction entre l'océan et le CO2 atmosphérique. Donc c'est quelque chose dont j'ai déjà un petit peu parlé il y a quelques minutes. Donc en fait, il y a une augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, en fait, et ça conduit à un flux qui part vers l'océan. Et donc ça, c'est plutôt une rétroaction négative. Ça va limiter la quantité de carbone dans l'atmosphère et donc limiter le changement climatique. Et donc vous voyez que si on regarde un petit peu les différentes études, elles sont... alors tout le monde dit que c'est une rétroaction qui atténue le changement climatique, une rétroaction négative. Les différentes estimations sont relativement convergentes. Maintenant, si on regarde ce qui se passe avec les terres, est-ce que le fait qu'il y ait plus de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est plutôt favorable à la croissance de la végétation? Et donc, quand on essaye de mettre ça dans différents modèles, vous voyez que là, il y a quand même une très grande dispersion. Finalement, aujourd'hui, on a encore une très, très grande incertitude sur comment la végétation réagit à cette augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, parce que là aussi, il peut y avoir des rétroactions qui se mettent en place. Mais en tout cas, on est à peu près certain que la rétroaction est
négatif, donc ça atténue le changement climatique. D'ailleurs, c'est ce qui est observé, mais vous voyez que quand même, il y a encore une très grande incertitude. Maintenant, là, on parle juste de la croissance du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Maintenant, on va s'intéresser au fait que le climat change, du fait que, justement, l'effet de serre est augmenté, donc la température augmente, donc les précipitations, la circulation atmosphérique est modifiée, et par conséquent, vous allez aussi changer la distribution des précipitations. Comment est-ce que ça va affecter le climat? Est-ce que ça va affecter, d'une part, la capacité de l'océan à absorber ce dioxyde de carbone? En fait, je vous ai rapidement dit tout à l'heure que l'océan, la capacité de l'eau à dissoudre du carbone dépendait de sa température, et donc un océan plus chaud, eh bien, il est plutôt moins capable de dissoudre de dioxyde de carbone. Donc là, on a clairement une rétroaction qui est positive, qui va amplifier le réchauffement climatique, mais vous voyez que les ordres de grandeur sont quand même assez faibles, et vous voyez aussi que les différentes estimations sont assez convergentes. Maintenant, comment est-ce que la végétation va réagir à ce climat? Est-ce que le changement climatique, ça va plutôt conduire à ce que la végétation absorbe plus de carbone ou au contraire rejette du carbone? Eh bien, les différentes estimations sont plutôt que ça va conduire à rejeter du carbone, ou plus exactement, ça va limiter la capacité de la végétation à justement absorber ce carbone et limiter le changement climatique. Mais là, vous voyez aussi, avec une très grande dispersion des modèles, il y a même un des résultats de modèle qui dit le contraire, qui dit que non, le changement climatique va être plutôt favorable à la croissance de la végétation. Donc une très grande incertitude. Il y a tout un tas d'autres feedbacks, d'autres rétroactions qui sont regardées. Je vais pas toutes les lister, mais par exemple les feux de forêt, dans un climat qui change, on peut se dire ça va être plus sec, donc il va y avoir plus de feux de forêt, ce qui va rajouter encore du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Vous avez le permafrost, vous avez probablement entendu parler ce permafrost, le carbone qui est gelé dans le sol. Si le sol dégèle du fait du changement climatique, ce carbone va se retrouver dans l'atmosphère. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup de recherches qui s'intéressent à ce phénomène-là, avec des résultats qui sont extrêmement dispersés. Donc aujourd'hui, finalement, on ne sait pas très bien quelle va être l'ampleur de ce signal-là, mais les résultats indiquent plutôt que le carbone va sortir sous forme de CO2 et pas tellement sous forme de méthane. Vous voyez que l'implication du méthane ici est plus faible. Je ne détaille pas tout, mais voilà, tout ça pour vous montrer finalement qu'il y a des très nombreuses études. On travaille beaucoup, la communauté des climatologues, une partie de la communauté des climatologues travaille sur ces questions, s'intéresse aux rétroactions climat-carbone, mais vous voyez aussi qu'il y a quand même une très grande divergence suivant des résultats, et donc les résultats sont rarement convergents, et donc on a besoin de comprendre pourquoi et d'améliorer ça. Alors maintenant qu'on sait ça, voilà, ça c'est ce qu'on sait un petit peu aujourd'hui. Alors de quoi on a besoin? Eh bien, justement, on a besoin, puisque le cycle du carbone, c'est une des incertitudes principales sur l'ampleur du changement climatique à venir, on se dit, quelles seront, alors il y a deux grandes questions, c'est quelles seront la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qui est illustré un peu sur la figure qui est à droite. Est-ce qu'on va réduire très très rapidement nos émissions et arriver à la neutralité carbone en 2060, ou est-ce qu'au contraire, on va continuer à augmenter nos émissions comme ça? Et donc bien évidemment, suivant qu'on part sur cette trajectoire-là ou celle-là, on n'aura pas du tout le même climat. Mais on a aussi besoin de mieux comprendre les rétroactions climat-carbone pour anticiper un peu à quelle vitesse on va avoir le changement climatique. Alors pour ça, donc ça a été dit par l'administrateur, moi je suis un spécialiste de l'observation spatiale, j'ai fait pas mal de choses. Donc là, je vous montre un exemple de justement la Terre qui a été vue depuis l'espace par différents satellites, et je vous montre un peu des cartes. Alors il y a beaucoup de travail par derrière, parce qu'il faut éliminer les zones qui sont affectées par les nuages, les zones qui sont affectées par les aérosols, il faut corriger les mesures d'un certain nombre de choses, de l'absorption par les différents gaz. Bref, donc il y a beaucoup de travail pour arriver à ce genre de choses qui nous donne un peu des cartes où on voit, alors la première chose que vous voyez, c'est comment la végétation disparaît en été, pas de surprise, mais c'est pas ça qui m'intéresse ici, mais ça demande un peu plus de regarder un peu plus dans le détail. On voit un peu la couleur du sol qui change. La couleur du sol change parce que justement, il y a plus ou moins de photosynthèse, il y a plus ou moins de végétation disponible à la surface. Et donc c'est ça justement qu'on va faire à partir des observations spatiales. En fait, on va regarder la couleur, en gros, on va regarder la couleur de la végétation, et la couleur de la végétation nous renseigne justement sur
quelle quantité de photosynthèse il est en train de faire, et donc quelle quantité de CO2 est en train d'être pompée de l'atmosphère par ce processus de photosynthèse. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs décennies, qui a été bien sûr amélioré. Et puis, depuis une dizaine d'années, il y a une autre technique qui est en développement, où on regarde la fluorescence. En fait, lorsqu'il y a le processus de photosynthèse, il y a aussi l'émission en fait, d'une petite partie de rayonnement sous forme de fluorescence. Et on peut faire des mesures de ce rayonnement qui nous donnent justement une autre observation, une autre quantification de cette photosynthèse. Donc voilà très grossièrement comment les satellites peuvent être utilisés justement pour quantifier cette photosynthèse. Et ça permet un peu de faire des cartes de ce type-là justement. Donc ça, c'est la production primaire. En gros, c'est la quantité d'énergie solaire qui a été utilisée pour fabriquer de l'énergie chimique. On convertit, voilà, c'est une conversion d'énergie avec un processus qui est très peu efficace. La photosynthèse, c'est malheureusement très peu efficace pour convertir cette énergie sous forme de rayonnement en une énergie sous forme de chimique dans la matière végétale. Et cette matière végétale, ensuite, elle est au début de toute la chaîne alimentaire, parce qu'elle va être mangée par les animaux, puis par les animaux qui vont être mangés par des carnivores. Bref, donc, ceci dit, ce n'est pas tellement ça qui va nous intéresser pour comprendre ces rétroactions climat-carbone, ce sont plutôt les anomalies interannuelles. C'est-à-dire qu'on peut avoir un peu le truc moyen qu'on retrouve chaque année. Chaque année, au printemps, en hiver, la photosynthèse se met en place. Et puis, il y a des années où ça marche plus ou moins bien que d'autres parce qu'il y a de l'eau, parce que la température est favorable, parce qu'il y a suffisamment de luminosité ou parce qu'il y a de l'eau qui est disponible ou pas. Et donc, voilà. Donc là, je vous montre une carte des anomalies pour une année donnée. Donc, en gros, les zones en rouge, c'est les zones où il y a moins d'absorption de dioxyde de carbone que les autres années. Et puis les zones en vert, où c'est le contraire, c'est une année qui est favorable à la croissance de végétation. Et j'ai choisi cette année-là parce que c'était l'année de la canicule en 2003, la très grande canicule, qui a eu un impact très important sur la capacité de la végétation à faire de la photosynthèse, justement. La photosynthèse s'est vraiment arrêtée à partir du mi-juillet. Et donc c'est quelque chose qui peut s'observer depuis l'espace. Un autre travail que j'ai fait il y a une dizaine d'années, c'est on s'intéresse à la phénologie. On a envie de regarder un petit peu quand est-ce que la photosynthèse se met en place et puis à quelle période de l'année elle s'arrête. Donc je vous ai dit, toujours avec le même type d'observation spatiale, on voit très bien le cycle annuel de croissance de la végétation. Et puis on a mis au point un algorithme, un outil qui permet de détecter vraiment à quelle date ça démarre vraiment. En gros, c'est la date où les feuilles sont en train de sortir des végétaux. Et en fait, il y a des variations d'une année sur l'autre, parce qu'en gros, lorsque l'hiver est froid ou le printemps est froid, la végétation elle reste en dormance un peu plus longtemps. Et puis au contraire, si vous avez un printemps doux, la végétation elle va démarrer plus tôt. Et donc on a développé cet outil à partir des observations spatiales. Il y a beaucoup de travail par derrière pour justement détecter ces dates. Et puis on regarde si on est capable, depuis l'espace, justement, de voir ces anomalies de dates. Et donc on a validé ça avec des observations in situ qui sont marquées ici. Et donc ça marche pas mal. On arrive à détecter ce début de la croissance de la végétation à quelques jours près. Alors après, ensuite on peut faire des cartes. Et donc ça, c'est des cartes année après année des anomalies de date de démarrage de la végétation. Donc, comme je vous disais, il y a des années où, du fait de la météo, ça part un peu plus tôt ou un peu plus tard. Et donc, globalement, on voit une tendance, on voit bien, du fait du réchauffement climatique, la végétation a tendance à démarrer de plus en plus tôt, mais ce n'est pas une augmentation d'une année sur l'autre. Il y a aussi beaucoup de variations interannuelles. Mais qui sont justement ces variations interannuelles? Elles sont utiles pour nous pour comprendre un peu comment justement la végétation réagit à des changements, de météo, des changements de climat. Et donc ces observations spatiales peuvent être ensuite utilisées pour caler les modèles de climat.
Les observations spatiales, ça peut servir à plein d'autres choses. Ça peut servir par exemple à détecter et quantifier les surfaces brûlées. Quand il y a des incendies, tout à l'heure j'en ai un peu parlé pour le Canada, on mesure ces surfaces qui ont été affectées par les feux et puis on en déduit la quantité de carbone qui est partie dans l'atmosphère du fait de ces feux. On peut, ça c'est ce dont je viens de parler, regarder l'impact des sécheresses et des canicules sur l'activité photosynthétique. Je vous ai montré l'exemple de 2003. Et puis on peut suivre bien sûr la déforestation, année après année. Là, c'est un exemple sur l'Amazonie, en fait, où vous voyez que les zones déforestées, en fait, ça suit la route. Il y a une route ici avec des routes perpendiculaires, et puis cette déforestation peut être vraiment, vraiment suivie depuis l'espace. Très bien. Donc tout un tas d'applications de cette observation spatiale pour mieux comprendre justement ces interactions climat. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu de la mesure du dioxyde de carbone et puis du méthane aussi un petit peu dans l'atmosphère. En fait, ça c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Vous voyez, il y a pas mal de stations dans le monde qui sont montrées ici. Alors ça, c'est la station, les stations du réseau américain qui est pilotée par l'agence américaine de suivi de l'environnement. En Europe, il y a un réseau qui a été mis en place il y a une grosse dizaine d'années qui s'appelle ICOS, où là aussi les concentrations des gaz à effet de serre sont mesurées en temps réel sur ces stations-là. Puis d'autre part, je peux pas ne pas rappeler que dans mon laboratoire, au LSCE, on a un service national d'observation avec justement ces concentrations de gaz à effet de serre qui sont mesurées dans tout un tas de stations. Alors dans le temps, quand j'ai commencé ma carrière, en fait, il n'y avait pas d'appareil pour mesurer sur site, et donc en fait, on remplissait des ballons, et puis ensuite les ballons étaient ramenés des bouteilles, pardon, et les bouteilles étaient ensuite ramenées au laboratoire. Et puis maintenant, en fait, depuis là aussi une dizaine d'années, il y a le développement d'appareils qui permettent de faire ces mesures très précises en temps réel directement sur les stations. Alors maintenant, on peut aussi mesurer ça depuis l'espace, parce que vous voyez que c'est ce schéma. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de stations dans le monde. Enfin, il y a tout un tas de zones où il n'y a pas de mesure, et on peut avoir envie de connaître la concentration de dioxyde de carbone dans ces zones-là. Et donc, on aimerait bien pouvoir mesurer le dioxyde de carbone depuis l'espace. Alors, comment on fait ça? L'idée, c'est donc le Soleil émet de la lumière qui va traverser de l'atmosphère, elle va être réfléchie à la surface, et puis elle va remonter vers le satellite. En traversant l'atmosphère, en fait, elle rencontre les molécules de gaz dans l'atmosphère, et puis il y a des gaz qui absorbent. En fait, ils absorbent à certaines longueurs d'onde, si vous voulez, certaines couleurs. Donc là, on a ici la partie, le visible est ici, et puis là, on a le spectre du moyen infrarouge. Donc il y a certaines régions spectrales qui sont extrêmement absorbées, essentiellement par la vapeur d'eau, et puis il y a d'autres régions qui sont pratiquement très peu absorbées. Et si on fait un zoom, si on fait des mesures à très très haute résolution spectrale, en fait, on va voir les raies individuelles. En fait, les gaz absorbent la lumière seulement à des longueurs d'onde extrêmement précises. Et en fait, voilà. Donc ici, il y a une zone là où c'est essentiellement le dioxyde de carbone qui absorbe. Et en fait, donc la capacité d'absorber cette lumière dépend de la quantité de dioxyde de carbone. Et donc, plus il y en a dans l'atmosphère, plus la raie d'absorption est profonde. Et donc, on va mesurer un peu la profondeur de ces raies-là pour en déduire la quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc voilà le principe de cette mesure. Ça a l'air simple comme ça. En fait, c'est très compliqué, c'est très complexe. On a du mal à le faire. Alors pourquoi ça? Donc je remontre ici le Soleil, la lumière qui traverse, qui arrive à la surface, et puis qui remonte sur le satellite, et puis qui est absorbée ou pas par les molécules de dioxyde de carbone sur le trajet. Le problème, c'est par exemple, il peut y avoir des aérosols dans l'atmosphère. Les aérosols vont diffuser la lumière, vous renvoyez la lumière un petit peu dans toutes les directions. Et évidemment, le rayonnement solaire qui est passé là, qui était renvoyé par l'aérosol, il a rencontré moins de molécules, donc il est moins absorbé que celui qui a fait tout le trajet. Donc ça, c'est vraiment une difficulté pour nous. Puis d'autre part, tout à l'heure, je vous ai parlé de la fluorescence. Donc la fluorescence, c'est du rayonnement qui est émis directement par la surface. Donc lui, il va être moins absorbé que celui qui a fait un double trajet.
Puis d'autre part, dans l'atmosphère, il n'y a pas que des molécules de CO2, il y a aussi des molécules de vapeur d'eau, par exemple, et puis tout un tas d'autres choses. Donc il faut aussi prendre en compte. Donc du coup, il faut prendre tout ça en compte, et c'est extrêmement complexe, et ça demande des temps de calcul, enfin ça demande des algorithmes qui sont complexes, qui demandent des grosses ressources de calcul. Et du coup, dans le laboratoire, on essaye de travailler, on essaye de mettre au point des méthodes alternatives basées sur les réseaux de neurones. C'est de l'intelligence artificielle, c'est à la mode, et on se dit que finalement, le réseau de neurones, s'il est suffisamment intelligent, on va lui donner un spectre, le spectre mesuré en entrée, et puis il va être capable de nous dire quelle est la quantité de CO2 qu'il y a là-dedans. Éventuellement, on va lui donner quelques autres informations pour l'aider un peu, mais il va reconnaître de lui-même la signature du CO2, la signature des aérosols et la signature de la fluorescence. C'est ce qu'on essaye de faire. On a eu quelques succès, on a eu pas mal de déconvenus aussi, donc on continue à y travailler. Alors pourquoi est-ce qu'on y travaille ? On y travaille parce que l'année prochaine, la France va lancer un satellite qui s'appelle Microcarbe, qui justement va faire ça. Il va mesurer le rayonnement solaire réfléchi par la surface à très haute résolution spectrale sur la zone où c'est le CO2 qui observe, avec un objectif de mesurer le dioxyde de carbone. Alors, il se trouve que je suis le responsable scientifique de cette mission, donc ça m'intéresse particulièrement. La mission a été décidée au moment de la COP21, donc ça commence à dater un peu. On a eu pas mal de problèmes. Enfin, maintenant, ça y est, ça existe. Le satellite, voilà la preuve, voilà une photo de l'instrument. Maintenant, l'instrument il est carrément boulonné sur le satellite, donc il est prêt à partir. On a des petits problèmes de lanceurs. Vous savez peut-être que l'Europe spatiale a des petits soucis, manque de lanceurs actuellement, mais normalement, promis, en juin de l'année prochaine, on va pouvoir lancer Microcarbe, et donc on va pouvoir avoir tout un tas de mesures supplémentaires du dioxyde de carbone. Alors maintenant, je ne vous ai pas vraiment dit pourquoi est-ce que finalement on a besoin de mesurer ce dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Finalement, c'est déjà mesuré à plein d'endroits dans le monde. Donc pourquoi faire ? En fait, ce n'est pas tellement la concentration qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les gradients de concentration, c'est-à-dire les différences entre un endroit et un autre, ou entre un jour et le jour suivant. Alors pourquoi est-ce que ces gradients nous intéressent ? Justement parce qu'ils sont reliés à ce qui nous intéresse vraiment, qui sont les flux. Je vous ai beaucoup parlé des flux au début de mon exposé, c'est ça dont on a besoin. On n'a pas tellement besoin des concentrations, on a besoin des flux. Alors pourquoi ça ? Imaginez, on fait une mesure à un endroit donné, alors ça peut être une mesure au sol ou ça peut être par satellite, et puis l'air qu'on a échantillonné, là, il est transporté par le vent. Sous le vent, il y a des sources qui ont rajouté du carbone dans l'atmosphère, et puis il y a éventuellement des puits qui ont retiré du carbone dans l'atmosphère, et puis on fait une nouvelle mesure, là encore, soit avec le satellite, soit au sol, et puis finalement la différence entre les deux est bien évidemment reliée aux sources et aux puits qui sont entre les deux. Donc là aussi, ce que je vous décris là, c'est extrêmement simplifié, mais c'est pour vous expliquer pourquoi potentiellement, si on a des mesures très denses de cette concentration en dioxyde de carbone, très denses dans l'espace et dans le temps, on va pouvoir en déduire finalement les cartes de ces flux. Alors, je disais, c'est complexe, parce que finalement, il nous faut un modèle des écosystèmes qui nous dit, déjà, si tu es à tel endroit, on a déjà une connaissance a priori qui n'est pas trop mauvaise de combien la végétation est en train de stocker de carbone, ou au contraire, combien elle est en train d'émettre. On a la même chose sur les océans. Éventuellement, ces modèles peuvent être contraints par des informations supplémentaires. On a un modèle d'atmosphère en particulier, justement, qui va transporter le carbone, donc qui a besoin de connaître les vents, à quelle vitesse et dans quelle direction le vent est transporté. Et puis on rajoute ces observations qui peuvent venir soit du sol, soit des observations spatiales. Et donc à la fin, normalement, une fois qu'on a mis tout ça ensemble, on va en déduire des cartes de flux, soit des écosystèmes, soit des émissions anthropiques. Donc typiquement, voilà le genre de choses qu'on espère avoir. Donc on peut, d'une part, on va sortir des cartes des flux totaux, des flux où
on mélange les émissions anthropiques et puis le puits et les sources de carbone par les écosystèmes. Donc quand on fait ça, en fait, ce qui ressort surtout, ce sont les régions industrialisées où il y a des grosses émissions de dioxyde de carbone. Vous voyez les États-Unis, l'Europe, la Chine et le Japon. Maintenant, ça, c'est relativement bien connu déjà. Donc ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la partie écosystème, une fois qu'on a retiré les flux fossiles. Et donc on va voir des choses comme ça, les zones où la végétation est en train d'émettre du carbone, les zones où elles sont plutôt en train de pomper du carbone. Et puis surtout comment est-ce que ça varie d'une année à l'autre suite au forçage climatique. Bon, et puis l'autre chose quand même, toujours dans le cadre de l'observation spatiale et d'essayer de mieux connaître ces flux, eh ben, on a envie d'utiliser l'émission spatiale pour justement directement mesurer ces émissions anthropiques. Alors ça, c'est quelque chose qui marche déjà assez bien pour le méthane. Il a déjà eu des résultats. Alors, vous voyez, en fait, quand on fait de l'imagerie, en gros, ici, c'est une image de la quantité de méthane qui est dans la colonne d'atmosphère. Enfin, j'ai deux exemples ici. Je peux vous en montrer un autre. Donc là où, manifestement, le transport atmosphérique est un peu plus variable. Il y a un peu plus de turbulences. Et donc, le panache, il n'est pas aussi droit. Mais avec ce type d'observation, on peut quand même essayer d'en déduire d'abord la localisation de la source. Où est-ce qu'il y a des sources de méthane, a priori, qui sont liées aux activités humaines, et puis on peut aussi essayer de les quantifier. Donc ça, c'est des choses qui marchent déjà assez bien sur le méthane. Et donc, je montre ici un résultat qui a été obtenu par une société qui s'appelle Keros, mais vraiment avec de l'aide de laboratoires scientifiques, et donc qui montre justement où est-ce qu'ils ont détecté ces sources de méthane assez importantes. Donc vous voyez que, en Europe, on est assez, en Europe de l'Ouest, on est assez propre. Par contre, vous voyez qu'aux États-Unis, il y a plein d'endroits, en particulier dans les zones justement où on extrait le fameux gaz de schiste, mais aussi dans des zones où on le transporte. Et puis pareil, dans la partie d'Europe asiatique, il y a vraiment le long des pipelines de méthane, il y a des valeurs importantes. Donc ça, comme je vous le disais, il y a quand même eu des résultats vraiment remarquables pour le méthane. On aimerait bien faire la même chose pour le dioxyde de carbone, y compris avec microcarbe. Donc là, je donne un exemple de chose qui a été fait avec un satellite qui est passé juste sous le vent d'une centrale de production électrique au charbon en Pologne. Alors ça, c'est un endroit où ça crache vraiment. Il y a des quantités de dioxyde de carbone émises qui sont absolument monstrueuses. Et du coup, sur la trace du satellite qui est montrée là, on arrive à voir toutes les mesures qui sont faites. Et puis tiens, juste à cette zone-là, il y a quand même un accroissement de la quantité de carbone, c'est normal, finalement le panache il est là, et donc à partir de ça, on peut essayer d'en déduire la quantité de carbone qui est émise. Alors c'est quand même plus difficile, beaucoup plus difficile en fait que pour le méthane, pour tout un tas de raisons que je montre là. D'une part, le signal relatif est plus faible, il y a déjà beaucoup de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, donc en fait quand on en rajoute, l'augmentation relative n'est pas si importante que ça, c'est beaucoup plus fort pour le méthane, donc c'est plus facile d'observer le méthane. D'autre part, en fait, quand on a des structures qu'on essaye d'interpréter, il y a toujours la contribution des flux naturels, je veux dire la pompe et puis l'émission par la végétation qui va nous donner un signal qui va être difficile à déconvoluer de ce qui est observé. Et puis d'autre part, vraiment, il faut bien se dire que seules les plus grosses sources sont potentiellement accessibles. Il est clair on a vaguement l'espoir d'observer Paris, mais il est clair qu'on ne va jamais observer une ville comme Orléans avec ça. Donc ça n'empêche que, même si c'est difficile, l'Europe s'est dit on va le faire. Et donc l'ESA en fait, se prépare à lancer une mission qui s'appelle CO2M, a priori en 2027. Bon, il y aura peut-être du retard, mais c'est une mission qui est vraiment dédiée à ces observations des sources intenses de dioxyde de carbone pour justement arriver à suivre les émissions humaines. Nous, donc, dans mon laboratoire, donc on se prépare à faire ce genre de choses. On fait déjà ce genre de choses avec différents satellites. Mais d'autre part, pour s'entraîner à ça, on fait la même chose avec des observations qui sont faites au sol. Donc vous voyez que ça, c'est une carte de la région parisienne avec les limites de Paris qui sont montrées en rouge. Et donc le laboratoire a installé un certain nombre de stations dans Paris et puis autour de Paris, et donc où on mesure le CO2 et les autres gaz à effet
effet de serre. Et à partir des gradients, hein, à nouveau, des différences entre les mesures de ces différents endroits, eh bien, on essaye d'en déduire les émissions de Paris et de voir si c'est cohérent ou pas avec les inventaires. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'il y a quand même eu une très très belle expérience. En 2020, ça s'appelait le Covid. Et donc, pendant le Covid, en fait, eh ben, il y a quand même un certain nombre de choses. Il y a eu 2 périodes, là, enfin en 2020, il y a eu 2 périodes pendant lesquelles un certain nombre de choses se sont arrêtées, en particulier le trafic, en fait. Hein. Donc là, ce que ça montre ici, ce sont les émissions pour, en gros, le trafic, les bâtiments, le reste, il y a un petit peu d'industrie là-dedans, et puis là, c'est le total. Et donc, on voit que pour Paris et la région parisienne, eh ben, les émissions, c'est surtout les émissions du trafic qui ont diminué, un petit peu aussi celles de l'industrie. Donc, avec un signal vraiment sur le total qui est net, un peu moins dans la deuxième période de confinement. Et donc, la question, une expérience, c'est est-ce qu'on arrive à voir ça ? Et donc justement, on regarde un peu ces gradients et on regarde les gradients entre les différentes stations. Entre eux, on compare 2018, 2019, 2020. Et puis là aussi, on met en place un peu toute cette modélisation, tous ces algorithmes pour essayer d'en déduire, pour voir qu'est-ce qu'on arrive à faire pour justement quantifier les émissions à partir des observations in situ. Mon tout dernier transparent, je suis désolé, il y a quelqu'un qui m'a rajouté une planche tout à fait au début, donc je suis à 34 sur 33. C'est pas de ma faute, c'est la présentation du collège. Donc voilà, de toute façon, c'est un résumé de ma présentation qui, j'espère, vous avez compris un certain nombre de choses. Enfin, moi, ce que j'ai envie de dire, voilà les quelques messages clés, hein, c'est que chaque année, il y a plus de 100 milliards de tonnes de carbone qui sont échangées entre les différents réservoirs, hein, l'océan, la végétation, l'atmosphère. Finalement, les émissions humaines par rapport à ces flux naturels, c'est tout petit. C'est seulement 10. Hein, mais la grosse différence, c'est que les flux naturels, ils sont à peu près équilibrés, alors que les flux anthropiques, eux, ils sont seulement dans un sens. Et donc, c'est pour ça qu'il y a cette croissance atmosphérique. Croissance atmosphérique qui n'est pas aussi rapide que ce que ça pourrait, hein, puisque la végétation, les végétations et les océans absorbent typiquement en moyenne la moitié des émissions. Mais qu'il y a quand même des grosses incertitudes sur les devenirs de ces puits. Comment est-ce que ces puits vont évoluer avec le changement climatique? C'est une des grosses incertitudes du changement climatique sur lesquelles il faut continuer à travailler. Et donc on a besoin, si on veut vraiment anticiper la vitesse, non pas le fait, est-ce qu'il va y avoir un changement climatique? Oui, bien sûr. À quelle vitesse il va y avoir ce changement climatique? Ça dépend d'un certain nombre de rétroactions, dont les rétroactions climat-carbone dont je vous ai montré là. Et puis j'espère vous avoir convaincu que les satellites apportent une information qui est extrêmement utile, qui devient nécessaire en fait pour justement observer ces anomalies et l'impact de l'homme sur l'environnement. Et je m'arrête là, merci.